Bonjour, je m'appelle Clément Rossi. On est ici à la librairie Coiffard à Nantes, qui est la librairie que je fréquente le plus, je crois. Je viens pour vous présenter mon premier roman, La Dissonante. Je prendrais un classique qui pourrait être Le désert des Tartares de Dino Buzzati. Et ce livre contient une leçon terrifiante qui est qu'on peut attendre quelque chose toute sa vie, qui peut finir par arriver et on peut le rater. Si je devais choisir un livre de chevet, je dirais Lolita de Nabokov. C'est l'histoire d'amour entre un homme entre 35 et 40 ans, je ne me souviens plus de son âge précis, et donc une fillette de 12 ans. C'est donc un personnage de pervers désigné, revendiqué. Il est absolument conscient de sa monstruosité et en même temps il a un raffinement, une culture, un humour, une manière de présenter les choses dans le livre qui rend assez impossible le fait de ne pas rentrer en empathie avec lui, ce qui donne un livre très problématique. Et si je devais choisir un roman coup de cœur, c'est un livre un peu plus récent qui s'appelle Il faut qu'on parle de Kevin. C'est un livre un peu synthétique de la question morale de la responsabilité, de l'empathie, ce qui est un peu pour moi la mission de la littérature. Ce médium qui nous permet d'embrasser la subjectivité de quelqu'un d'autre, il est très important de le faire, y compris avec la subjectivité des monstres, de ceux qu'on n'est pas censé comprendre. C'est l'histoire d'un chef d'orchestre au seuil de la retraite, après une carrière un peu décevante, qui est un personnage assez amer, dont l'oreille mystérieusement se désaccorde, c'est-à-dire qu'il se met à entendre quelque chose qui se substitue à la musique qu'il est censé entendre, et qui n'est pas, c'est pas un phénomène de surdité du tout, c'est une déformation. Et c'est précisément ça que je voulais traiter, hein, ce qui se passe quand un personnage dont la relation au monde ne s'est construite que dans le rapport musical, qu'est-ce qui se passe quand cette compétence-là, quand ce savoir-là fout le camp. Combien de temps j'ai mis pour écrire le livre? Ça dépend un peu comment on compte, en tout j'ai mis 2 ans. Quelles difficultés j'ai rencontrées? Vraiment beaucoup. La première, c'est une histoire de documentation, c'est-à-dire que je parle du milieu de l'opéra que je ne connais pas du tout. Quand on écrit, quand on prend le temps, pendant 2 ans, comme ça a été mon cas, d'être dans ce souterrain-là qui est très solitaire, qui peut rendre un peu fou à pas mal de moments, on a envie de s'en délivrer en présentant cet objet-là à la lumière, c'est-à-dire au monde et à tous les lecteurs potentiels. Est-ce que je peux présenter mon groupe de musique? Il y en a plusieurs. Je pense que ce qu'il faut que je présente, c'est mon groupe, c'est mon petit bébé à moi avec mes compositions. C'est donc un trio qui s'appelle Cobalt avec un Q. Basse, guitare, batterie. Moi je suis donc à la basse et à la composition. Là nous ce qu'on veut faire c'est plutôt la parole discursive du jazz qui rencontre les sensations un peu plus contemplatives et impressionnistes du post-rock ou du rock progressif. Est-ce que mes 2 activités artistiques se nourrissent entre elles? J'ai longtemps été persuadé que vraiment pas du tout. Ça me paraissait même invraisemblable avant ce livre-là d'écrire sur la musique. C'était vraiment un truc, je pensais que j'aborderais jamais le sujet, que j'aurais rien à en dire. J'ai longtemps été persuadé qu'il faudrait que je choisisse un peu. Quand j'étais plus jeune, quand j'avais 20 ans, je me disais ça, quoi. Et en fait, j'ai fait un genre de profession de foi à 22, 23 ans. Je me suis promis à moi-même que je serais les deux. Voilà, alors là c'est fait. Je sais pas si je resterai les deux, parce que c'est un peu crevant quand même. Quand le gamin a tiré le premier son du violon, j'ai cru qu'on m'enfonçait dans l'oreille la lame du pic à glace restait sur la table, à côté du seau à champagne. Je n'ai rien dit, je me suis contenté de serrer les dents, car c'est ce qu'on fait dans ces cas-là, en silence et en souriant, sans montrer qu'on se mord la joue. Les autres autour de la table jouaient la comédie bien mieux que moi. J'aurais été incapable de remarquer la moindre trace de gêne si on m'avait passé la scène sans leçon. Le visage large et mollasse de Chenet se resserrait autour de la bouche et des yeux emplis de crispation. Et Mathilde me coulait des regards excédés en me montrant du coude le couple Janssens. Mais c'était clairement pour souligner leur ridicule à eux qui regardaient amoureusement leur fils prodige.
le bras de Benoît enlaçant l'épaule de Christiane, sa main à elle posée sur le genou de son mari, et chacun caressant silencieusement l'autre, discrètement, comme pour se féliciter du spectacle qui se tenait devant eux, et dont ils étaient les auteurs, la racine, la cause directe, ce spectacle qui était une indéniable réussite.